Clearing short distance. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Roger, United 210, clear for takeoff. Bonjour, deuxième épisode de l'Appel du Large, retour en novembre 1969. Après avoir traversé l'espace pendant 3 jours, Apollo 12 arrive enfin aux abords de la Lune avec à son bord 3 personnes. Pete Conrad, le commandant de la mission, Alan Bean, le pilote du vaisseau lunaire, et Dick Gordon, le pilote du vaisseau principal qui restera en orbite lunaire. Alors au total, la NASA aura filmé 106 heures sur la Lune et ramené 380 kg de roches et de poussière lunaire. Vous allez d'ailleurs avoir accès exceptionnellement au laboratoire qui conserve sous haute surveillance ces échantillons d'une valeur immense. Les images qui vont suivre sont d'une beauté exceptionnelle. Alors vous allez assister à l'approche lunaire, l'alunissage et le moment de repartir à la maison. Mais surtout, vous allez découvrir ces hommes émerveillés et les entendre rire et même chanter et jouer sur la Lune. Car au-delà de la mission scientifique et de son impact politique, ce sont ces moments précieux qui importent, ces moments qui nous touchent et qui graveront nos mémoires à jamais. Après 3 jours de traversée, ils se glissent en orbite lunaire comme les vaisseaux d'autrefois faisaient le tour d'une île nouvelle, fascinés d'arriver au bord d'un autre monde. Un léger freinage les transforme d'abord en satellites de la Lune. Ils prennent leur quartier lunaire et se reposent une journée avant de plonger dans l'action. Ensuite, ils préparent le LEM et le matériel d'exploration, comme on prépare l'annexe d'un bateau pour s'en aller découvrir une plage déserte. Ensuite, les 2 hommes de l'équipage lunaire abandonnent leur équipier, seuls dans le module de commande, ferment les capots étanches et se préparent à vivre la plus grande aventure de l'humanité. Les 3 hommes d'Apollo 12 sont des marins. Ils ont baptisé leur vaisseau du nom de navire célèbre. Leur module de commande est Yankee Clipper, leur module lunaire, Intrépide. L'objectif d'Apollo 12 est une provocation. 2 ans et demi plus tôt, une sonde automatique nommée Surveyor 3 s'est posée en bordure de l'océan des tempêtes, dans un chaos de cratères. Surveyor a envoyé plus de 6000 photos du site, mesuré la compacité du sol et transmis d'autres renseignements. On en a déduit qu'il était possible d'alunir un équipage sans trop de risques. Apollo 11 s'était posé à des kilomètres de son objectif et avec Apollo 12, la NASA veut démontrer un alunissage de précision. On attend de Conrad et Bean qu'ils se posent au plus près de Surveyor, une cible grande comme un panneau de basket, perdue à l'intérieur d'un cratère anonyme au milieu de milliers d'autres. Conrad et Bean ont donc appris jusqu'à la nausée la configuration de leur destination. Okay, all flight controllers, go for landing. Retro, go. Rhino, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for landing. Altitude 4200. Intrépide décroche de l'orbite et tout accélère. Conrad pilote, alimenté en données d'altitude, de taux de descente et de vitesse, par le commentaire de Bean. How you doing, Control? We look good here, fine. How about you, Telcom? Go. Guidance, you happy? Go. Fido, go. Conrad est un petit homme positif. Il jubile. Mais Bean, lui, est inquiet. Il aurait aimé faire les choses un peu moins vite, mais il n'a pas le choix. À 3000 mètres d'altitude, Intrépide se retourne et l'océan des tempêtes apparaît dans le hublot. Où est Surveyor? Hey, there it is. There it is. Son of a gun, right down the middle of the road. Outstanding. 42 degrees, Pete. Hey, it's started right from the center of the crater. Look out there. I can't believe it. Amazing. Fantastic. 42 degrees, babe. Just keep slide it in. Coming down at about 99 feet a second. You're looking good. Traffic Houston, go for landing. Over one. Roger, Okay, go. Roger.
40 degrees, LPD, Pete, 40 degrees. That's so fantastic, I can't believe it. You're at 2,000 feet. Boys on the ground do okay. 1,800 feet up, 39 degrees. 38 degrees, 36 degrees. You're 1,200 feet, Pete. Okay, 1,000 feet coming down at 30. Looks good out there, babe. Looks good. 32 degrees. You're at 800 feet. 33 degrees. 600 feet. Hey, look at that crater right where it's supposed to be. Hey, you're beautiful. 240 coming down at 5. Hey, you're really maneuvering around. Yeah. Come on down, Pete. Okay. 10% fuel. 200 feet, coming down at 3. Need to come on down, okay? 180 feet. 9%, you're looking good. Gonna get some dust before long. 96 feet, coming down at 6. Slow down the descent rate. 80 feet, coming down at 4. You're looking good. 50 feet, coming down. Watch for the dust. 40 coming down at 2. Looking good. Watch the dust. Coming down at 2 feet. You got plenty of gas, dude. Hang in there. 30 seconds. 18 feet, coming down at 2. He's got it made. Come on in there. 24 feet. Contact light. Roger, copy contact. Pro. Yeah, pro. Okay. Storm off. Okay. I'll cycle these valves. You got your descent engine command override off. Yeah. Fantastic. Intrépide était sur la Lune. The good thing we leveled off high, yeah, and came down because I sure couldn't see what was underneath us once I got into that dust. It's a nice place to land. Et le plus extraordinaire, c'est qu'après 400 000 km, Conrad Ebin s'était posé à moins de 200 mètres de Surveyor 3. Can't be any further than 600 feet from here. Les missions suivantes, au-delà d'Apollo 13, arrivèrent elles aussi sur la Lune avec une précision absolue. Mais malgré l'habitude, jamais la salle de contrôle ne baissa son niveau d'adrénaline lors des alunissages. Jamais la routine ne se glissa dans Apollo. À l'inverse, la grande presse se désintéressa rapidement parce que la routine se mesure différemment chez les journalistes. Si tout va bien, si ça s'est déjà fait plus de 2 fois, alors ça devient de la routine. Les hommes d'Apollo, de leur côté, vivaient leurs plus belles heures. Ils étaient montés sur la Lune en se hissant sur les épaules de géants. You'll never believe it. That's what I see sitting on the side of the crater. We're feeling good. Good. All we can do is Ce voyage avait débuté 2000 ans auparavant, dans l'esprit d'astronomes et de poètes grecs tels Lucien de Samosate. Par la suite, à chaque génération, quelqu'un avait mieux compris l'horlogerie céleste et amené son génie à l'édifice. Copernic, Galilée, Newton, Pascal, Huygens, Kepler, Jules Verne, Tsiolkovsky, Goddard, Eno Peltery, Aubert et quelques autres avaient préparé Apollo. Ils avaient déroulé le plus beau des tapis de poussière pour 12 explorateurs, des humains assez normaux, nommés Armstrong, Aldrin, Conrad, Bean, Shepard, Mitchell, Scott, Irwin, Young, Duke, Cernan et Schmidt, qui eux-mêmes n'étaient que les premiers et n'en demandaient pas tant.
Well, I've got to get these things done. I left the space program to tell these stories. I knew that there were astronauts, men and women there that could fly the space shuttle as good as I could. Even though I loved doing that, I knew they could do it as good as I could or better. Chaque matin, depuis qu'il a quitté la NASA en 1981, Bean remonte vers la Lune. Il a décidé de réaliser une chronique d'Apollo à travers des tableaux représentant ce que lui et les autres explorateurs lunaires auront retenu comme étant les grands moments de leur aventure là-haut. Le héros de Bean, c'est Claude Monet, qu'il connaît par cœur. Il a même passé de longs moments dans les jardins de Giverny ou devant la cathédrale de Rouen. Bean aurait bien aimé que Monet peigne la Lune, mais Monet n'est pas allé sur la Lune, alors Bean peint, 12 heures par jour. But no one was interested in painting these experiences that we had in Apollo, this impossible dream, this great achievement of humankind, except me. So it was a case of, well, I can go do this, and I might do something worthwhile in the world, whereas if I stay here, nobody will do that, and they can do all that. Sure enough, look at NASA's gotten along great without me, yet I've been over here trying to report these things, and I'm going to keep trying with whatever time I have left. Les 6 expéditions lunaires avaient un grand objectif commun, mieux comprendre la formation des mondes. Et d'abord en ramenant des échantillons de cette petite planète fossile dont l'existence n'a jamais été perturbée ni par l'air ni par l'eau. Il y a plus de vie sur 1 centimètre carré de pelouse terrestre que sur toute la Lune, où rien n'a jamais vécu, à part les astronautes d'Apollo. Cette virginité biologique faisait l'importance des échantillons lunaires. Ils allaient raconter aux savants de la Terre l'histoire d'avant la vie. La Lune est bien plus petite que la Terre. La pesanteur lunaire n'est que de 1/6 de G, 1/6 celle de la Terre. Et malgré les scaphandres, chaque astronaute ne pesait à la surface qu'environ 25 kilos. Okay, that's the best we can do. We got one right here. You would. It's really some crater. As you come around there, there's a rock in the near field on this rim that has some white on the top of it. We'd like you to pick it up as a grab sample. This one right here? That's it. This one right here? That's it. You got it right there. Man, we come a long way. Hey, John, it's easier to go straight across. That was fun. Man, does this thing have steep walls. They said 60 degrees. Now, I tell you, I can't see to the bottom of it, and I'm as close to the edge. I was strolling on the moon one day in a merry, merry month of December. No, May's the month. May, that's right. May is the year of the month. But up there, I could take this piece of oil with no wind, no air, and throw it just way up in the air, 100 feet or more, and way off into the distance. And several times Pete called over to me and said, Bing, quit playing around and get back to work. Les 6 missions se posèrent donc sur des sites différents, géologiquement complémentaires. Apollo 11 arriva dans la vaste plaine de la mer de la Tranquillité. Apollo 12 dans la surface tourmentée de l'océan des tempêtes. Apollo 14 dans les reliefs arrondis en bordure du grand cratère Fra Mauro. Apollo 15 au bord de la vertigineuse crevasse de Hadley, au pied des escarpements des Apennins lunaires. Apollo 16 sur les hauts plateaux houleux de Descartes et Apollo 17 dans les hautes montagnes de Taurus Littrow, juste avant les falaises qui tombent dans la mer de la Sérénité. Set it right up here. It's gonna fall down a hill. You better stomp off a good place. Yeah. You out, Gravity? Copy the mark. Flashing. Copy the mark. Okay, now fine. Let's just leave them in the SCV. Good deal. Okay. Home again. Jiggity jig. À partir d'Apollo 15, les 3 dernières missions eurent droit à un buggy électrique tout-terrain qui leur permit d'explorer sur des dizaines de kilomètres. There wasn't a lot of time to think of the serenity of the moon. I know it's quiet up there, but it wasn't quiet when we were there because we were busy working.
Okay, Tony, it seems to me this is a more subdued surface over here than going towards South Ray. Oh, spectacular. Just spectacular. Wow. Sorry, Charlie. Beautiful. I gotta keep my eye on the driving. That's great. Sur la Lune, ils habitaient dans le LEM. Ils y mangeaient debout et dormaient en chiens de fusil dans leur hamac. Les circuits du LEM ronronnaient, sifflaient et gargouillaient, et aucun astronaute ne se reposa vraiment bien dans un tel bivouac. Mais ils n'étaient pas venus sur la Lune pour se reposer. Ils étaient venus explorer, découvrir un autre monde fait de nouveaux paysages et surtout ramasser des échantillons. Au total, ils ramenèrent plus de 380 kilos de roches et de poussière lunaire. Mais être sur la Lune n'était que la moitié du défi lancé par Kennedy, qui avait précisé, comme si c'était nécessaire, qu'il fallait aussi ramener les astronautes sur Terre. Sans base de lancement, sans armée de techniciens, sans cap canavéral lunaire. Okay, we'll give them something to work on overnight. Okay, I'm dusting them right now, but L'échéance du décollage de la Lune alimentait le recoin du cerveau où siège la peur. Le LEM n'avait qu'un moteur, un chef-d'œuvre de simplicité, car les ingénieurs s'étaient dit que plus il serait simple, moins il tomberait en panne. N'empêche qu'ils pensaient tous à la panne de moteur, malgré la majesté de la situation. When I was out running around frequently, I'd say, boy, I hope the people put this thing together because we've got to get it started. And there was that funny element I hadn't thought of. We've got to get it going fast again. Boy, I wish we'd hurry up. We need to burn this engine and get back home before it leaks out or something, before something goes wrong. Après le décollage, le LEM devait faire son rendez-vous avec le module de commande dont le pilote allait les amarrer. C'est alors que cet astronaute oublié devenait l'homme pivot du voyage. Collins, Gordon, Young, Roosa, Worden, Mattingly et Evans avaient passé des journées à tourner en solo autour de la Lune et pouvaient prétendre connaître le vrai sens du mot « solitude ». Mais il est vrai qu'ils avaient Houston pour les aider. Houston et la phénoménale compétence des flights d'acier, tels Gene Kranz, pour qui l'échec n'était pas une option. Smile. FAO. Don't be mad. We'll get it up there. See how nice and leisurely it's been? That's the way it should be, getting ready for ascent. Et ça marcha à tous les coups. What a ride, what a ride. L'heure de rentrer à la maison était venue. Les hommes d'Apollo mirent le cap vers la planète bleue et leur région de Houston. La plupart d'entre eux n'avaient pas réfléchi à ce qui viendrait après. La majorité pensait qu'Apollo allait ouvrir l'âge de la grande astronautique. Après la Lune, ils se mettraient tous à travailler sur l'exploration de Mars. Houston et Clear Lake les abriteraient encore longtemps. Ils ne se posaient pas trop de questions. La guerre du Vietnam serait bientôt terminée. Tout irait bien dans le meilleur des mondes, un monde resserré par l'esprit d'Apollo. La bière serait toujours parfaite au comptoir de leur abreuvoir préféré, mais ils ignoraient que les cloisons se couvriraient de portraits de pilotes de navettes, confinés aux orbites basses, celles qu'ils appelaient le parking. Pete Conrad ignorait qu'il se tuerait sur sa Harley dans un virage de montagne, et qu'Allenby n'en serait inconsolable. Mais s'il l'avait su, Conrad n'aurait rien changé.
Ils revenaient vers un musée ludique planté au bord du centre spatial, visité principalement par de très jeunes enfants ou par des groupes de retraités. Ils regagnaient leur jolie maison au bord du lac, leurs épouses, parfois fatiguées d'être mariées à des ombres, et leurs enfants affublés de pères héroïques mais lointains. Ils revenaient vers la plus extraordinaire gargote à pilote du monde, Pity le Cajun, juste à l'entrée de l'aérodrome, et vers la fraternité des combinaisons bleues frappées du sigle NASA. Leur royaume terrien à 3 jours de voyage n'était peut-être pas des plus prestigieux, mais ils grouillaient de vie bon enfant, et ça allait leur faire tout drôle. Ça allait leur faire tout drôle car ils revenaient à la vie, tout simplement, après être allés explorer un monde mort, que leur présence avait miraculeusement rendu vivant l'espace d'un instant. Mais avant de revenir, il fallait rentrer à travers l'atmosphère. Le module de commande traversait le ciel comme un aérolite fonçant au long de ce minuscule couloir de rentrée que doivent suivre les vaisseaux interplanétaires qui veulent ramener leur équipage vivant. Trop pentu, ça plonge dans l'atmosphère et ça brûle en étoiles filantes. Trop plat, ça ricoche et ça repart pour se perdre dans le noir, pour toujours. Quand la rentrée débute, le module de commande se niche au creux d'un cône de flammes de plus en plus chaude, de plus en plus blanche. La radio ne passe plus et pendant quelques minutes, ils payent leur retour sur Terre en piochant de nouveau dans les réserves de courage. Ce n'est pas très long, mais c'est très dur. Well done, young man. Outstanding. I cannot touch that cigar anymore. I cannot. Le retour à la vie terrestre fut pour certains, et surtout les premiers, ceux d'Apollo 11, une période surréaliste à laquelle ils n'étaient absolument pas préparés. Les 6 commandants des vols lunaires s'en sortirent plutôt bien. Armstrong s'exila dans la paix du professorat universitaire, Young resta à la NASA, les autres émigrèrent avec succès dans le business. Au passage à l'an 2000, Shepard était mort d'un cancer et Conrad d'un mauvais virage. Pour les 6 copilotes, Mitchell s'en fut étudier la parapsychologie, Irwin et Duke plongèrent dans la religion, Schmidt dans la politique, Bean dans la peinture et Aldrin sombra dans la dépression. Les pilotes des modules de commande devinrent des hommes heureux, surtout Mike Collins, qui organisa le merveilleux musée de l'air et de l'espace de Washington. À l'an 2000, Irwin était mort d'une crise cardiaque amorcée sur la Lune. Le temps passe. À l'an 2000, il ne restait sur Terre que 9 témoins précieux à pouvoir se réveiller le matin en se souvenant qu'ils avaient un jour marché sur la Lune. Ils savaient aussi que les hommes n'y retourneraient pas de sitôt. Columbus, he comes to the New World in 1492. Everybody's excited. He comes home. He talks about it. They get excited, all that stuff. But the time that when other explorers began to come over here and other nations and stay was almost 200 years. Yet, so what? Au fond du centre spatial de Houston se trouve un petit bâtiment discret, la chambre forte blindée où sont conservées les roches lunaires d'Apollo. Elles sont regroupées sous le vocable de collection et rangées dans des armoires siglées selon la mission qui les a ramenées. Depuis qu'elles ont été ramassées sur la Lune, elles sont restées abritées dans un environnement totalement stérile. Elles constituent un des trésors de la connaissance. Elles sont de très loin les objets les plus chers de l'histoire. Si on divise le coût d'Apollo par le poids de roches lunaires ramenées, on obtient 105 263 157,89 $ le kilo en dollars de 1972.
Chaque roche, chaque échantillon de poussière est accompagné d'une formidable documentation. Et chaque fois qu'un échantillon est prélevé, un protocole expérimental extraordinaire est mis en service. Ces cailloux contiennent en effet une bonne partie de l'histoire du système solaire. Ils sont des livres ouverts sur le passé et un pont vers la réponse aux grandes questions. Voici l'objet le plus ancien connu des hommes, ramassé à Hadley par Jim Irwin d'Apollo 15. On l'appelle la roche de la Genèse. Elle a 4,5 milliards d'années. Si les hommes n'avaient pas obéi à l'appel du large, jamais ils n'auraient quitté leur caverne. Ces pierres sont les premières ramenées d'un autre monde. Ce ne sont sûrement pas les dernières. Voilà, c'était la suite et fin de notre documentaire L'appel du large. Alors ça fait plus de 40 ans que le programme Apollo a pris fin. Nous ne pouvons, nous ne devons oublier ces missions, cette prouesse, le dépassement de ces hommes qui, grâce à leur passion et leur courage, ont fait partie de cette aventure qui reste à ce jour le programme spatial habité inégalé. Alors je trouve personnellement que ce documentaire est un véritable bijou. J'espère que vous l'aurez apprécié autant que moi et que vous penserez à l'avenir à regarder un petit peu plus souvent la Lune et le ciel avec des étoiles plein les yeux. Merci et à bientôt. Liftoff. We have a liftoff.